Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Week Echo. Aujourd'hui, 10 mai, c'est la veille de la reprise des classes au Bénin. Après quelques jours de fermeture due au coronavirus, le gouvernement a annoncé mercredi dernier en Conseil des ministres la fin du cordon sanitaire et la reprise des activités académiques. Cette reprise concerne notamment les écoliers du cours moyen deuxième année CM2, les élèves des collèges et lycées ainsi que les étudiants. Mais si elle s'inscrit dans la perspective de la bonne tenue des examens de fin d'année, beaucoup de syndicalistes ont encore des doutes et des craintes. À tort ou à raison, le Bénin est-il prêt pour une reprise des classes demain 11 mai? Ce sera le sujet du décryptage. Et vous le savez, chaque année, à l'avènement du jeûne musulman, les prix des produits de première nécessité connaissent drastiquement une hausse. C'est encore pire cette année avec la pandémie du coronavirus. On se demande si le panier de la ménagère va survivre à cette situation et on en parle dans le dossier de la semaine avec notre invité. Mais avant tout ça, Nadège Omolade Sani s'installe pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Débuté depuis quelques jours, le mois de Ramadan se passe au Bénin dans un contexte de morosité économique ambiante. Dans les marchés, les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité ont légèrement augmenté comme d'habitude et la pandémie de la Covid-19 ne semble pas faciliter un bon jeûne pour la communauté musulmane. Louis Koudogbo et Ulvaïus Balogun pour le constat. Le mois de Ramadan, démarré depuis le 24 avril dernier, a cette année un goût amer. En plus de la pandémie du coronavirus, la spéculation sur certains produits alimentaires est flagrante dans les marchés. Ici, au marché Védocor, les prix de nombreux produits de première nécessité ont légèrement augmenté. Ces derniers temps-ci, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. Par exemple, ce piment-ci, on achetait ça à 200 francs, mais ce n'est pas la même mesure aujourd'hui. Ils ont diminué la mesure. Donc, voilà ce qu'on nous donne à 200. Avant, c'était plus gros que ça. Aujourd'hui, ça a diminué. Bon, l'huile, c'était à 700. D'autres vendaient ça à 650. Aujourd'hui, c'est à 800 francs le litre. C'est le même constat sur le marché de vente des fruits. Pour ces bonnes dames, le panier de la ménagère était déjà à jeun avant même le Ramadan. En cause, la morosité économique doublée des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Oui, nous, carrément, bon, virus au nous si ça au déjà nous mita. Mais ne bide sonon bio ahio me, bon carrément les wawa, boison wa gona. Nous si ça déjà in ben lokpo. Akoyone makade bonu binalo hihoe bona bewada yi benalo hihoe ne virus oni kadija ine de agbanle na wa gbombo wa fio efewo de karo ayile o ye unko edeji kala mo wa sombo le fiaria le ko fiari chebo kala mo wa do mela do tuntan ya mena khonu wa me na khode suo e wu fe nu ye mi de suo mi do wu fe se we town da ki o me akime fidion de wa gbonde ya mi tan pombola mo no pere obi no pele but akwede ya e wa ku kan mi to mele blanule bonu wa hon to zanzan kaka ya dion an o san tambola me to na o ya tion amaga kasun lo po nu mi do mi no kon ka wa san no ku bo san ko mi level be ngbe ntilo yiwe ado de do mele ni ma se po mele ni ma hondu o po ni le bi po. Entre spéculation, hausse des prix de certains produits, pandémie de coronavirus et crise économique ambiante, ce mois de Ramadan s'annonce particulièrement éprouvant pour la communauté musulmane.
Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations. Pour des raisons diverses et multiples, la consommation du Made in Bénin n'est pas encore ancrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit ce reportage de Rodrigue Babaguito. Il faut au moins 180 000, 200 000 euros à moi. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer. C'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier point, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, il propose désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. De jeunes Béninois s'investissent dans la fabrication du charbon bio. Edmond Hungo, Amandine Anyamboussou. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs
et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc, nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Donc actuellement nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Ulvaeus Balogun. Et d'une rubrique à une autre, on installe à présent le plateau décryptage. Et comme je le disais, les élèves du CM2 et les collégiens vont reprendre le chemin des classes dès demain, 11 mai, sur toute l'étendue du territoire national. Une reprise sur fond de controverse, puisque certaines formations syndicales estiment que toutes les mesures de précaution ne sont pas prises pour ne pas exposer les apprenants. Nous, ici, nous allons décortiquer et analyser les différentes positions des différents acteurs du système éducatif. Sur ce plateau, avec moi, Benoît Wanja. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. Et à côté, Hubert Djogué. Bonjour Hubert. Bonjour. Un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Alors Hubert, vous avez suivi cette actualité-là, la reprise des classes effectives pour demain. Vous pensez que nous sommes prêts pour cela? Je le crois vivement. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, il est temps qu'on commence par vivre avec ce virus-là, qu'on commence par essayer de nous surpasser par rapport à cette peur que cette pandémie a imposée à tout le monde. Deuxième chose, il faut que l'année scolaire soit validée et c'est à l'actif du gouvernement de prendre cette décision. C'est vrai, il y a des réglages qu'il importe de faire et nous ne sommes pas encore totalement satisfaits des mesures, des précautions prises pour cette rentrée-là. Mais le plus important, c'est que le gouvernement prenne la décision pour que les écoles soient rouvertes. Et troisième raison, il
revient maintenant au chef d'établissement de prendre les dispositions dans la mesure du possible. C'est vrai, dans certains établissements, j'ai des appréhensions, mais je compte sur le génie béninois pour que nous puissions effectuer, j'allais dire, une bonne rentrée. Mais vous dites que pour vous, il paraissait nécessaire de reprendre les classes parce qu'il fallait valider l'année. Mais entre valider une année scolaire et la santé des populations, je pense que si on met les deux dans une balance, la santé est prioritaire. Oui, je vous comprends parfaitement, mais ce n'est pas la première pandémie. Hein. Il y en a eu de plus sévères. Vous voyez, au début des années 1920, je crois, et c'était terrible, la grippe espagnole, vous savez, et pourtant les gens ont pris des décisions. On ne peut pas, du coup, arrêter le cours de la vie à cause de cette pandémie. Et puis, lorsque nous voyons les mesures prises, il suffit juste que chacun de nous prenne la mesure de la situation et respecte les gestes barrières pour que avec la prière, nous ne pouvons pas occulter la prière, pour que nous puissions faire face efficacement à ce virus. Voilà. Alors Benoît, c'est vrai que Hubert l'a dit, il fallait valider l'année, ou plutôt il faut valider l'année scolaire. On sait que le gouvernement a pris certaines mesures, dont le dépistage systématique pour tous les acteurs du système éducatif, le port du masque qui devient obligatoire dès demain 11 mai, mais cela suffit-il? Contrairement à mon confrère Hubert Diogué, moi je dirais qu'en réalité nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, mais il fallait faire quelque chose. Il fallait essayer de vivre avec la pandémie, comme il l'a dit, et sauver l'année. Mais là où je suis un peu gêné, c'est la décision du Conseil des ministres. Cette décision dans laquelle, personnellement, moi j'ai noté assez de contradictions. Et je ne comprends pas, par exemple, qu'on puisse envoyer les élèves de 6e, de 5e, de 4e, disons de seconde, les classes intermédiaires, pour à la fin nous dire que c'est pour que les examens de fin d'année se déroulent normalement. Ça aurait été bien que ce soit les classes de CM2, comme on l'a fait pour le primaire, et la 3e, et les classes terminales. Donc, je ne m'explique pas pourquoi le gouvernement a voulu envoyer tous les collégiens à l'école. Et même, je ne m'explique pas le calendrier par rapport au primaire. Cette affaire de vacances, après on se retrouve le 10 août, et ainsi de suite. Donc, l'un dans l'autre, je me dis que c'était plus simple et cela ne diminuait aucunement le gouvernement d'entériner les propositions des syndicats, que moi je pense quand même plus réaliste. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous prenez de 6e en terminale, quelle distanciation vous voulez respecter? Je ne sais pas. On a beau porter masque, laver mains et autres, mais comment vous pouvez gérer, par exemple, une récréation dans un collège avec les effectifs que nous connaissons? Donc, je me suis dit, c'est vrai qu'on ne peut pas être prêt parce que le mal continue. Quand vous voyez un peu, on était à peine à 4 cas. Quand on a mis fin à l'école, aujourd'hui on est à 140, on n'y peut rien. Il faut bien sauver l'année, mais la démarche me paraît un peu ambiguë en fait. Et votre préoccupation est d'autant plus intéressante quand on sait que le gouvernement même tient ses conférences par visioconférence. Les réunions se tiennent par visioconférence. Comment comprendre que dans un contexte comme ça, ils puissent vouloir exposer ainsi les enfants avec des effectifs pléthoriques? Vous savez, je comprends parfaitement, Benoît. Vous savez, si le gouvernement doit attendre certaines décisions, certaines mesures, on risque de connaître une année scolaire élastique. Alors, quand cette décision a été prise le mercredi dernier, j'ai discuté avec quelques chefs d'établissement. Certains m'ont dit que puisque les programmes ont été déjà évalués au 4-5e, je crois, dans la plupart des matières, au 4-5e. Donc, la portion qui reste peut être gérée en moins d'1 mois. Dans des établissements privés où j'interviens, par exemple, le programme est totalement presque
vidés. Vous voyez, donc dans ces établissements-là, certains enseignants ont dit qu'ils sont en train d'apprêter un calendrier spécial pour les classes intermédiaires, de la 6e en 4e et les classes secondes et premières. Comment ils vont fonctionner? Peut-être la 6e vient le lundi et là, la 5e reste à la maison. La 4e vient, la seconde est à la maison. Vous voyez, de façon à ce que l'effectif soit gérable au niveau de ces établissements-là. Mais lorsque nous allons dans les établissements à gros effectifs, par exemple, quand je prends Souléré où il y a près de 7000 élèves, le CG est P1 aussi, où il y a plus de 6000 élèves. Je comprends très bien les inquiétudes émises par le confrère Benoît. Les syndicalistes aussi, ils ont fait des propositions, c'est vrai. Mais il faut savoir également que le gouvernement a pris cette décision à partir de certaines études qui ont été commanditées, qui ont été analysées également pour que on arrive là. Mais il y a eu des études, mais les syndicalistes estiment qu'ils n'ont pas été écoutés parce que dans la plupart de leurs propositions, ils reviennent, la CSA Bénin, la COSI Bénin, sont des centrales syndicales qui ont estimé qu'il n'était pas possible dans un contexte pareil, en tout cas, d'aller à la reprise des classes de cette façon-là. On doit aller à la reprise des classes, parce que, vous voyez, même dans les pays les plus touchés, le débat aujourd'hui, c'est... Mais n'aurait-il pas été mieux de laisser uniquement les classes d'examen? Oui, bon, ça aurait été l'idéal, ça à tout le monde, personne ne dénie cela. Mais voilà qu'il y a encore des réglages à faire par rapport aux classes intermédiaires. Le gouvernement a les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Il revient au chef d'établissement de savoir aussi comment gérer, et quitte à justifier après les actes. Par exemple, les récréations, on peut gérer. On peut gérer les récréations, les classes également, où on a par exemple 6 et 19 groupes pédagogiques, 19 classes de 6e par exemple à Souléré. Alors là, on peut demander que ces élèves-là restent à la maison certains jours de la semaine pour permettre à d'autres classes intermédiaires d'être en cours et permettre la fluidité au niveau de l'établissement, aussi différer les heures de récréation. Je crois qu'il reviendra à chaque chef d'établissement avec son staff de voir, d'analyser pour voir dans quelle mesure cette mesure sera appliquée. Alors Benoît, vous êtes toujours sceptique. Oui, je suis toujours sceptique et je reviens sur mon idée de départ. Je dis, le gouvernement n'est pas en conflit avec les syndicats. Et il n'est pas dit également que, puisque vous êtes dans la position de supérieur, vous êtes plus intelligent que les autres. Et il n'est pas dit également que si vous acceptez l'idée de l'autre, que c'est une preuve de faiblesse. C'est pour ça, jusque-là, sincèrement, moi, je ne comprends pas. Je dis, les propositions, juste si je prends les propositions de Noël Chadaré et d'Ansel Mamoussou, c'est clair. Contrairement à, excusez-moi, au jeu de mots que nous sommes obligés de faire pour dire les responsables d'établissement vont gérer entre eux. Eux, ils ont été clairs. On laisse les classes d'examen commencer. Ces classes d'examen là font 2 semaines. Après, on leur donne des exercices. On dit, allez à la maison. On permet aux autres de venir juste pour composer. Comme vous l'avez dit, l'année est presque terminée. Ils viennent, ils composent et ils sont en vacances. C'est pour ça que je dis, jusque-là, je n'arrive pas à m'expliquer que nos enfants, et c'est surtout les enfants de CI à CME, qu'ils vont faire près de 5 mois, parce qu'ils ont déjà fait 1 mois et quelques. Donc, ils vont faire près de 5 mois à la maison. Et reprendre en et n'oubliez pas que la rentrée sonne dans les têtes comme un recommencement. C'est-à-dire qu'on veut commencer une nouvelle année. Mais cette rentrée-là, c'est comme une rentrée pour composer. Parce qu'ils vont venir le 10 août et ils sont obligés d'être sérieux parce que c'est les compositions qui vont venir à partir du 7 septembre. Et quand ils vont finir tout ça le 11 septembre, le 28 septembre, on dit, voici la rentrée maintenant. Vous êtes sûr que les enfants vont rentrer dans cette concentration-là pour dire, oui, c'est l'année qui vient de finir, c'est une nouvelle année. Les enfants risquent même d'être saturés. Autant, ils vont finir par s'ennuyer. C'est vrai qu'il y a la maladie qu'il faut prendre des mesures. Autant, ils vont finir par s'ennuyer pendant les vacances. Autant, ils vont se retrouver saturés d'août à septembre.
et en sachant que la rentrée commence le 28 et que c'est une autre année qui doit finir en juin ou juillet 2021, je me pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça que je dis, ça aurait été plus simple, à mon avis, que le gouvernement accepte ou fasse quelques modifications. Le gouvernement peut par exemple décréter qu'on calcule les moyennes au niveau des classes intermédiaires et que c'est une situation de crise. Certains vont dire oui, si on faisait les évaluations, les enfants pouvaient se racheter, autres. C'est vrai que les gens vont toujours trouver des choses à dire, mais à mon avis, ce serait moins tracassant que cette disposition. C'est vrai que c'est une décision du Conseil des ministres, elle sera appliquée. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait assez de peur, assez d'interrogations autour. Et au-delà même de cette décision, il y a le problème qui se pose que toutes les écoles aujourd'hui ne disposent pas du minimum de dispositifs de lavage des mains. Le gouvernement a parlé de distribution gratuite de masques pour les écoles, les écoles primaires, les collèges et les universités publiques. Tout à fait. Qu'est-ce que les privés vont faire? C'est une question qui reste. Est-ce qu'un privé peut aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé là, où les privés sont presque déjà étouffés, est-ce qu'un privé aujourd'hui peut prendre sur lui, un responsable d'établissement peut prendre sur lui l'engagement de doter les élèves? Vous imaginez le nombre de masques, et ça va se passer comment? La distribution même au niveau du public, sachant que les masques au départ étaient pour 3 heures. Alors on passera à chaque 3 heures pour distribuer des masques, ou on est d'accord aujourd'hui que vous prenez un masque, c'est pour toute la journée. Donc est-ce que le dispositif sera suffisamment huilé pour que, même si c'est pour toute la journée, un masque, que les élèves puissent avoir ce masque-là chaque matin? Donc, c'est beaucoup de questions que moi je me pose. C'est ça qui me faisait dire qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts. Il faut y aller, c'est vrai, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas pris la bonne décision pour y aller. Nous ne sommes pas prêts, selon Benoît. On a l'impression que les enfants sont envoyés à l'abattoir. Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que les syndicalistes redoutent une sorte d'hécatombe. En tout cas, il y en a qui prédisent l'hécatombe. Bon, ma prière qu'on n'y arrive pas. De toutes les façons, si chaque parent, parce que Benoît dit tout à l'heure que le fait de ne pas inclure les privés, bon, si je le comprends bien, dans la mesure des masques, cela pose problème. C'est vrai. Mais il faut savoir également que le gouvernement a lancé le recrutement des couturiers pour faire produire en quantité industrielle suffisante et des masques à distribuer. C'est vrai, bon, de toutes les façons, celui qui a envoyé son enfant dans un privé, ça veut dire qu'il a un minimum pour pouvoir acheter au moins les masques de 500. Ça, c'est des erreurs que nous commettons souvent. Non, mais oui, c'est vrai. Que vous avez envoyé votre enfant dans un privé, vous êtes riche. C'est pas toujours évident. Non, ce n'est pas toujours évident. Non, ce n'est pas toujours évident. Mais puisque c'est la santé de l'enfant qui est en jeu, je ne vois pas un parent qui va se... Mais n'est-il pas mieux pour les parents de déroger à ces mesures du gouvernement et de prendre la responsabilité sur eux, de ne pas envoyer leurs enfants? Non, mais il y en a eu même avant les congés. Il y a eu des parents qui ont dit carrément, moi, je garde mes enfants à la maison parce que je n'ai pas l'assurance que toutes les mesures... Alors, dans ce contexte-là, le parent qui décide de ne pas envoyer son enfant à l'école dès demain, 11 mai, et qui garde son enfant à la maison, l'enfant... À la maison, là c'est grave parce qu'aujourd'hui, le système est géré par EducMaster. C'est une plateforme sur laquelle vous avez toutes les données sur tous les élèves inscrits. Bon, je parle de l'enseignement secondaire. Bon, je ne sais pas si ça se passe au primaire. Non, pas encore. Pas encore. Mais si un parent décide de garder son enfant à la maison et l'enfant n'a pas les notes qu'il faut, on mettra quoi devant son nom sur EducMaster? Et alors que ce même enfant, qu'il passe ou qu'il redouble, on a tout sur EducMaster sur la base des notes que l'enfant aurait obtenues en classe. Donc si un parent décide de ne pas envoyer son enfant à l'école, il aura à assumer après. Moi, je pense que l'idéal aurait été que chaque parent prenne la mesure de la situation, achète les masques, qu'on peut laver, les masques qu'on peut laver, juste de se dire, bon, l'enfant utilise un masque le lundi
Le lundi soir, il lave ce qu'il a dit au cours de la journée. Le mardi, il prend le second, qu'il lave aussi le mardi soir et il reprend celui du lundi. Voilà, ainsi de suite. C'est des mesures que les parents doivent prendre. Moi, je pense qu'on peut gérer. Tous autant que nous sommes, et je n'ose pas croire que Benoît n'enverra pas ses enfants à l'école. Justement, c'est la question que je lui poser. Non, en fait, ce que je voudrais dire, je suis d'accord en partie avec lui, qu'un parent est, je dirais même, obligé de faire ces sacrifices-là. Mais je ne pense pas qu'un dirigeant, et c'est ce que je dis, disons, cette latitude, puisque le dirigeant, c'est d'abord le pouvoir, que ce pouvoir-là soit dans la mesure de je prends une décision, le parent est obligé de. C'est pour ça que je dis, le dirigeant, normalement, doit prendre une mesure qui doit soulager, normalement, le parent. C'est vrai, chaque parent est obligé, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas dire à votre enfant, écoute, il y a maladie, ton année va être blanche parce que j'ai décidé que tu ne sois pas contaminé. Alors que l'enfant a déjà fait presque 6 mois. L'enfant va voir ses autres amis aller à l'école et l'enfant va perdre l'année. Vous êtes sûr que d'ici 15 ans, peut-être Corona sera derrière nous, cet enfant-là ne va pas vous reprocher de lui avoir fait perdre une année scolaire. Il va dire, mais on aurait pu composer, ceux qui ont composé peut-être ne sont pas morts, donc j'aurais pu aller composer. Donc, je ne pense pas qu'un parent puisse prendre sur lui cette responsabilité de faire perdre une année à son enfant et expliquer et se faire comprendre par cet enfant que c'était pour son bien parce qu'il y a une maladie, ainsi de suite. Le plus simple serait effectivement que l'enfant ait le masque, qu'on demande aux enfants de respecter au maximum les règles. Mais je reviens sur ma préoccupation, il ne fallait pas compter sur ces obligations morales des parents pour prendre des décisions. Alors, une chose qui a été faite durant cette période où les enfants étaient à l'école, c'était les classes digitales. On a pu observer que certains enfants ont eu la possibilité de suivre les cours à travers Internet, même si ce n'est pas toujours assidu. Mais vous avez dit certains enfants, parce que tous les enfants du Bénin n'ont pas accès à l'Internet. Ils n'ont même pas d'électricité, puisque tout le territoire n'est pas couvert. Cela veut dire qu'il faut revoir le paradigme même du secteur éducatif. Forcément. Il y a des priorités sur lesquelles désormais il faut... Même les cours en ligne au niveau des universités créent des problèmes. Ce n'est pas tous les étudiants qui disposent du matériel. Avec l'arrêt des cours, certains étudiants sont rentrés au village. Vous êtes sûr que dans les villages, tout le monde a la connexion qu'il faut pour s'inscrire, pour suivre les cours, pour être prêt pour composer? Ça crée déjà des disparités au niveau des apprenants. Et parfois, je me surprends à voir que nos dirigeants ont l'impression qu'ils ont déjà réglé le problème de l'accès au numérique, d'un Bénin numérisé et autres. Ça, c'est le Grand Nokoué, ça. Donc, le Bénin ne se limite pas au Grand Nokoué. Même dans le Grand Nokoué, il y a des zones... Alors on va finir là-dessus. Il y a une crainte de grande contamination à partir du 11. Parce qu'avec l'ouverture des écoles, avec le cordon sanitaire qui sera levé, il y aura beaucoup plus de contacts. Les gestes barrières ne seront plus forcément respectés comme cela se doit. Non, je ne pense pas que l'idéal pour nous serait dans la psychose de la crainte que c'est l'apocalypse à partir du 11 et autres. Non, je pense que pour préserver un peu le côté économique, le gouvernement a laissé TOCPA fonctionner. Mais il n'y a pas eu d'hécatombe. Donc, moi, il a parlé de prière. Hubert a parlé de prière au début. Donc, je reviens là-dessus. Bon, ça aussi, voilà une décision que personnellement, je n'approuve pas. Les marchés sont ouverts, les écoles vont ouvrir, mais les églises sont fermées. Donc, il y a assez de contradictions. Donc, je dis, non, restons positifs. Restons positifs. Essayons, je pense que c'est ici même que je l'ai dit, j'ai dit, mais rien ne prouve que la maladie, par exemple, va attraper Hubert avant de venir vers moi. Ça peut commencer par moi. Donc, il ne faut pas se dire, oui, quand ça va commencer, je vais me retirer. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas commencer par vous? Donc, chacun est invité à se protéger, à laver les mains régulièrement, à porter les masques, dans la mesure du possible, même si ça ne fait pas forcément 1 mètre par rapport aux élèves, à essayer d'observer quand même une distanciation par rapport aux autres. Et puis, pour compléter ce que Benoît vient de dire, qui est
pertinent. Il faut que les enseignants aussi sachent qu'ils n'auront plus à circuler dans les classes. Les travaux de groupe sont à supprimer systématiquement pour pouvoir faciliter la tâche. Mais moi, je pense que si nous prions et nous sommes optimistes et chacun de nous respecte les gestes barrières, nous veillons sur nos enfants, nous n'aurons pas l'hécatombe. Merci à vous, chers confrères. On l'aura compris, il faut respecter les gestes barrières, maintenant encore plus. Et ce sera tout pour ce plateau décryptage. On installe à présent le plateau dossier de la semaine. Oui, le jeûne musulman a démarré depuis quelques jours et comme d'habitude, les prix ont augmenté dans les marchés. Mais dans un contexte marqué par le coronavirus, le panier de la ménagère se retrouve de plus en plus appauvri. Que faire face à cela? On en parle tout à l'heure avec notre invité, mais avant, suivons cet élément. Le mois de Ramadan, démarré depuis le 24 avril dernier, a cette année un goût amer. En plus de la pandémie du coronavirus, la spéculation sur certains produits alimentaires est flagrante dans les marchés. Ici, au marché Védocor, les prix de nombreux produits de première nécessité ont légèrement augmenté. Ces derniers temps-ci, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. Par exemple, ce piment-ci, on achetait ça à 200 francs, mais ce n'est pas la même mesure aujourd'hui. Ils ont diminué la mesure. Donc, voilà ce qu'on nous donne à 200. Avant, c'était plus gros que ça. Aujourd'hui, ça a diminué. Bon, l'huile, c'était à 700. D'autres vendaient ça à 650. Aujourd'hui, c'est à 800 francs le litre. C'est le même constat sur le marché de vente des fruits. Pour ces bonnes dames, le panier de la ménagère était déjà à jeun avant même le Ramadan. En cause, la morosité économique doublée des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Oui, nous, carrément, bon, virus ou homa nous si ça au dijan nous mita. Mais ne bide sonon bio ahio me bon carrément le wawa, boison wa gona. Nous si ça dijan be indoko. Akoyone makade bonu binalo hiho bona bewa dai. Benalo hiho ne virus oni ka dijan ne. De agbanle na wa gbombo wa fio eveu. De karo ayile o ye unko edeji. Kale mo wa son bon le fia. Le ko fa che bo kale mo wa do mela do tonton ya me na khonu wa me na kho de suo e wu fe nu ye mi de suo mi do wu fe se we town da ki o me aki me fi dion de wa gbon de ya mi tan pon bole mo no pe de obi no pele but akwede ya e wa ku kan mi to mele blanule bonu wa ron to zanzan kaka ya dion an o san tan bala me to na o ya Tiens, à ma garage, nous pouvons nous doit, mais nous qu'on caresse en coupe en quoi, mais on lève bien. Until you are the Melanie Sapa Meadow, Melanie Hondu, Pony Pipo, until me machine. Entre spéculation, hausse des prix de certains produits, pandémie de coronavirus et crise économique ambiante, ce mois de Ramadan s'annonce particulièrement éprouvant pour la communauté musulmane. Et celle que nous recevons pour aborder donc la question de la cherté des prix des produits de première nécessité dans ce contexte de coronavirus et de jeûne musulman, c'est la représentante des usagers des marchés sous tutelle de la SOGIMA, Anastasie Chaudaton. Bonjour Madame Chaudaton. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babaguito. Bonjour Rodrigue. Ulvaïus Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, Ulvaïus, vous l'avez dit, le coronavirus fait des victimes et en période de jeûne également, le panier de la ménagère en souffre. On en parle avec Anastasie Chaudaton. Je rappelle que vous êtes responsable des usagers des marchés. Alors, Madame Anastasie,
dites-nous, comment vous sentez-vous face à tout ça? Je vous remercie. N'oublions pas que ce fléau a surpris tout le monde. Et nous essayons de gérer comme on le peut. C'est un fléau qui fait tellement de ravages et qui a fait qu'il y a la morosité qui sévit dans tous nos marchés. Donc, nous sommes en train de les sensibiliser. D'accord. Je suppose que c'est une des actions que vous êtes en train de mener. Mais pour en revenir au reportage que nous venons de suivre, ce reportage peint une situation plutôt contraire aux habitudes dans les marchés en période de jeûne, non? Bon, il faut dire que ce n'est pas, c'est-à-dire à cette période de jeûne, qu'il y a eu la surenchère. Mais elle a commencé depuis quand? Ça a commencé depuis le cordon sanitaire. Parce que, bon, au passage, nous remercions déjà le chef de l'État qui a, dans ce cordon sanitaire, qui a permis aussi la libre circulation des marchandises. Bien sûr. Mais pas celle des hommes. Parce que, bon... qui viennent acheter. Oui. Déjà, pendant ce cordon sanitaire, le coût du transport est monté. Oui. Donc, ça fait que ça a eu un impact sur les marchandises. Et c'est pour ça qu'il y a déjà eu une surenchère. Et ça a provoqué aussi la mévente dans tous nos marchés. Et cette mévente a continué jusqu'en période de jeûne. Est-ce qu'elle n'a pas, la surenchère en question, est-ce qu'elle n'a pas connu un accroissement ou elle est restée pareille depuis le début de ce cordon sanitaire, pardon? Une double surenchère. Voilà, une double surenchère. Une double surenchère. Ça a été toujours comme ça au temps du jeûne musulman. Ça s'est aggravé parce qu'il y a le cordon sanitaire, ce fléau aussi qui fait son ravage un peu partout. Donc, ça a fait qu'il y a eu tellement de surenchère. Mais parlons des actions que vous menez. Il y a eu surenchère. Vous, qu'est-ce que vous faites auprès des usagers pour que cette surenchère puisse quand même... qu'on ne puisse pas trop ressentir cela? Justement, puisque vous êtes responsable des usagers des marchés de la Sojima. Oui, nous, déjà, par rapport à cela, nous avons des gongonneurs qui passent dans les marchés pour pouvoir gongonner. Non seulement pas seulement pour la surenchère, mais aussi la conduite à tenir. Tout à fait. Par rapport à ce fléau-là qui sévit. Ils ont gongonné pendant au moins 2 semaines. Et ils continuent de le faire pour qu'il n'y ait pas trop de surenchère. Et aussi, nous menons des campagnes de proximité. C'est-à-dire des campagnes dans chaque secteur. Parce que nous avons 45 secteurs. Des marchés qui sont sous tutelle de la Sojima. Oui. Donc, nous menons une campagne de proximité pour que les prix vraiment soient revus à la baisse. D'accord, et au vu de ces différentes actions que vous avez déjà menées jusque-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un certain retour des commerçantes, des revendeuses, des marchés? Est-ce qu'elles acceptent ces mesures-là que vous mettez en place, ces conseils que vous leur donnez? Elles écoutent. Parce que écouter aussi, c'est de compatir aussi aux peines de ces musulmans qui sont en train de jeûner en ce moment-là. Et justement, parlant de jeunes musulmans, est-ce que vous pouvez nous dire essentiellement quelles sont ces activités qui apportent certains profits en période de jeûne musulman? Nous savons qu'il y a celles qui vendent les fruits, mais est-ce que c'est exclusivement ça?
Est-ce qu'il n'y a pas des revendeuses d'huile ou de riz ou d'autres produits qui arrivent à faire des profits en période de jeûne musulman? Il y a des revendeurs de riz, d'huile, beaucoup de produits qui apportent, qui profitent en période de jeûne. Donc, nous sommes passés chez tous ceux-là pour qu'il n'y ait pas eu de surenchère. Le retour, c'est progressif. Vous avez remarqué, dans le retour, est-ce qu'après les sensibilisations, vous avez pu remarquer que certaines revendeuses baissent leur prix, même si c'est de 5 francs, de 10 francs? Vous avez pu constater ça ou bien? Oui, ça a été constaté dans certains endroits. À certains endroits, oui, et oui. pour les cas de résistance, comment est-ce que vous faites? Nous continuons toujours de sensibiliser. Mais est-ce que vous n'avez pas une mesure pour les contraindre à réduire le prix? Déjà, il y a la décision du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui vient à point nommé et qui ne fait que renforcer la sensibilisation que nous sommes en train de faire dans ces marchés-là. Donc, je pense qu'au vu de ça, il y aura un impact positif. Oui, mais quand on demande aux dames de baisser les prix, elles ont acheté les produits certainement chers et elles tiennent à faire forcément des bénéfices. Parce qu'on ne peut pas vendre à perte. Alors, dans un contexte pareil où on leur demande de ne pas faire de la surenchère, on se demande si ces dames-là ne vont pas faire faillite. Est-ce qu'il est prévu un plan d'aide? Justement, parce qu'on a suivi le reportage, on les entend se plaindre pratiquement. Il n'y a pas un plan d'aide. Il n'y a pas un plan d'aide. Pour le moment, non. Moi, je vais continuer toujours de me battre par rapport à ça pour qu'il y ait un plan, c'est-à-dire un plan soit mis en place pour pouvoir vraiment aider ces usagers qui ont bien voulu baisser les prix et pour pouvoir vraiment accompagner leurs frères et sœurs musulmans dans ce jeûne. Mais vous permettez, le gouvernement a décidé d'aider certains secteurs. Les bonnes dames des marchés ne seront forcément pas laissées sur le carreau. Est-ce que vous, au niveau des usagers du marché, vous avez déjà prévu tout au moins une proposition quand on va demander aux dames des marchés là, vous allez sortir cette proposition? Est-ce que c'est déjà fait? Bien sûr que nous sommes en train de le faire. Parce que depuis cet instant, nous ne dormions pas sur le dos laurier. Donc, nous continuons toujours de nous battre. Et nous savons que le chef de l'État, en tant qu'un bon père, va nous écouter et il mettra vraiment son apport. Le gouvernement mettra vraiment son apport par rapport à cette action que nous sommes en train de mener, où il faut vraiment aider ces usagers à vraiment baisser les prix et c'est-à-dire que eux aussi ne soient pas lésés de l'autre côté. Est-ce que les usagers des marchés ont été pris en compte dans le récent recensement qui a été fait, recensement des personnes affectées par la Covid-19? Est-ce que les usagers des marchés ont été pris en compte également? Je n'ai pas connaissance de cela. Ça veut dire que les dames ne sont pas encore touchées. Il n'y a pas encore eu de cas dans ces marchés-là. Avez-vous eu des rencontres avec les autorités pour discuter de cela? Parce que c'est quand même les marchés. Aujourd'hui, le panier de la ménagère, est fortement impacté par cette situation-là. Bien sûr, nous sommes en train. Nous sommes en train, vers les autorités et qui vont nous recevoir d'ici peu de temps et voir dans quelle mesure du possible ils pourront nous aider. C'est important, c'est important. Très bien, Ulvaeus Balogun. Je crois que nous sommes assez fixés. Le panier de la ménagère en période de jeûne doublé de coronavirus. Mais Madame Chaudaton, vous êtes également mère de famille. Vous, en tant que mère de famille, là, vous n'êtes plus dans la casquette de la femme, représentante en tant que mère de famille. Comment vivez-vous cette situation-là? En tant que
usager d'abord. Oui, voilà. simple usager. Et en tant que mère de famille, je vis la même chose comme tout le monde. Parce que il faut dire que le panier de la ménagère coûte maintenant cher. Qu'est-ce que je dis par là, où je vis la même chose comme les autres? Parce qu'il y a déjà la mévente, morosité qui sévit. Et là, il faut aller encore acheter des produits chers pour pouvoir nourrir toute sa famille. Donc, je pense, moi-même, je vis aussi la même chose que... Quand vous imaginez que ce que vous vivez, c'est la même chose que beaucoup d'autres ménages vivent. Beaucoup d'autres ménages vivent et ce n'est pas dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, voilà. Parce qu'il y a aussi les démunis qui sont là. Bien sûr. Et nous réfléchissons beaucoup à ça. Donc, nous continuons toujours d'aller vers ceux-là pour qu'ils puissent vraiment alléger la tâche à ces démunis, usagers démunis. Alors, parlons des dispositifs de lavage des mains. Est-ce que c'est déjà disponible dans tous les marchés sous tutelle de la SOGEMA? Bien sûr, c'est déjà disponible parce que nous avons reçu 150 kits de lavage des mains. Donc, je disais tantôt qu'on a des gongonneurs et ils passent dans les secteurs et pour pouvoir vraiment les sensibiliser à se laver régulièrement les mains et à respecter cette distance d'1 mètre, le port de masque aussi. Mais c'est difficile, hein, la distance de mettre entre la vendeuse et l'acheteur. Bon, nous essayons de faire ce qu'on peut. Et puis ces usagers aussi sont faciles même à être sensibilisés. Voilà. Donc, ils comprennent aussi la portée même du message où il faut vraiment être propre. Ce n'est pas que ce fléau-là seulement qui nous oblige à avoir maladie qui sévit. Il y a le palu même qui est là et qui fait des ravages. Donc, la seule chose à faire est de se laver les mains, d'être propre, de se protéger pour ne pas contracter ces genres de maladies. Si vous aviez un message à l'endroit des usagers du marché et à l'endroit de la ménagère à la maison qui vous entend? Bon, je leur dirais toujours de prendre courage et que nous sommes en train de courir de gauche à droite, de lutter, d'aller vers ces autorités qui pourront vraiment nous écouter et nous venir en aide. Très bien. Je crois que nous sommes désormais plus informés. Le panier de la ménagère, en période de jeûne, il souffre. Et avec le corona en plus, la souffrance est plus hardie. Et on va espérer que le corona prenne fin au plus tôt, afin que tous nous puissions pousser des oufs de soulagement. On va espérer que vos démarches auprès des autorités puissent prospérer pour que, même si c'est un petit quelque chose, soit apporté à ces bonnes dames-là pour le travail qu'elles font dans les marchés. Merci à vous, Madame Anastasie Chaudaton. Merci, Rodrigue, pour cet entretien. Ce fut un plaisir. Et merci également à vous, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez l'émission en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTV et en nouvelle diffusion demain à 11h sur BB24. Et pour le moment, je vous dis bon dimanche et à bientôt.